Les taux directeurs de l'économie ici ne touchent pas seulement les crédits. Les taux directeurs de l'économie touchent aussi les taux du livre ou les agios en fait. Quand on parle des agios ici, agio A-G-I-O-S, ça veut dire l'ensemble des frais que peut retenir une banque dans le compte d'un client. C'est ce qu'on appelle les agios. Tout ce que la banque peut retenir dans le compte d'un client, lorsque le client fait les retraits par exemple dans un compte courant, lorsque le client a hébergé un compte courant et qu'il doit payer à la fin du mois les frais de tenue des comptes, tous ces ensembles de frais-là sont appelés les agios. Et les retraits ou les perceptions que la banque fait dans les fonds de ses clients comme frais, l'ensemble de ces perceptions sont appelées les agios. Alors les taux directeurs de l'économie également fixent sur les agios. Vous voyez un peu l'importance de cette politique monétaire. Les taux directeurs de l'économie fixent aussi sur les agios, fixent sur les retraits. Les taux directeurs de l'économie fixent un peu partout. On nous dit ici, le banque centrale fixe les taux directeurs de l'économie. Les taux directeurs étant les taux auxquels les banques qui dépendent de cette banque centrale vont appliquer. Ces taux appelés taux directeurs a une influence sur les autres taux de toutes les banques qui restent. Ça, c'est la politique monétaire de la banque centrale. Et par là, si nous devons un peu comprendre, c'est-à-dire que la physionomie actuelle des banques, toutes les banques, que ce soit les banques de second rang ou de premier rang, toutes les banques sont penchants dans la lutte contre la crise financière, aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises. Parce que quand on voit déjà cette politique monétaire placée par la Banque centrale, on comprend déjà que c'est une politique qui vise à garantir le système sur les marchés. Et quand le système est garanti, c'est la population qui est garantie. C'est la population qui est garantie. À présent, nous allons parler de la réglementation bancaire. Dans la réglementation bancaire, qui est la deuxième partie, ici, on peut d'abord parler des fondements des banques. On dit que les banques jouent un rôle fondamental dans le développement économique. Les banques jouent un rôle fondamental dans le développement économique. La crise a transformé le paysage bancaire national et international et a renforcé la régulation de l'activité bancaire. Ces stages montrent les différentes facettes de métiers bancaires afin d'en donner une vision synthétique et de fournir les clés qui permettent d'en comprendre les stratégies et les organisations. Deuxième partie 2.1.1, l'origine de la banque. 3000 ans avant JC, on trouve des traces d'activité bancaire. En Mésopotamie, par exemple dans la ville d'Ur, c'est les temples qui jouent le rôle de banque et les prêtres et les prêtresses, celui des banquiers en acceptant le dépôt d'argent, en prêtant de l'argent aux souverains puis aux marchands. Chaque cité grecque était indépendante et frappait sa propre monnaie. L'échangeur de monnaie était donc indispensable au bon développement du commerce. Sans eux, les Grecs n'auraient jamais pu développer les commerces entre les cités. Les banques étaient installées sur la grande place de la cité. C'est ensuite à Rome que les activités bancaires se sont vraiment développées et que les bases juridiques des opérations financières ont été posées. Le mot banque dérive de l'italien banca qui désigne un banc en bois sur lequel les changeurs du Moyen-Âge exerçaient leur activité. Les premiers banquiers de cette époque sont les changeurs. Au XIe siècle, les Lombards introduisent de nouvelles techniques financières et marquent l'histoire de la banque. Au Moyen Âge, un grand seigneur ou chaque grande ville avait le droit de frapper sa propre monnaie. Des monnaies différentes étaient donc en circulation dans un même pays.
Le rôle d'échangeur était d'échanger moyennant paiement la monnaie de celui qui arrivait de l'extérieur de la ville contre la monnaie utilisée dans la ville. Les fondements de la banque moderne se mettent en place. Les premières banques publiques et les premières bourses apparaissent pendant la Renaissance, tandis que les banques privées connaissent une expansion en Europe. À partir du XVIIe siècle, la naissance du papier-monnaie révolutionne le monde de la banque et de la finance. Les papiers-monnaies, souvenez-vous dont on a parlé, la monnaie fiduciaire. Les banques centrales comme la Banque d'Angleterre font leur apparition pour financer les États et pour contrôler l'émission d'argent. Peu à peu, leur rôle a été précisé et elles sont devenues en quelque sorte la banque des banques dans chaque pays. La Banque de France a été créée le 18 janvier 1800, par exemple. Les premiers consuls Napoléon Bonaparte, le 19e siècle est l'âge d'or des banques. Le 19e siècle est une période de croissance et de stabilité des banques. C'est à cette période que vont se développer la monnaie fiduciaire, dont on a bien parlé de l'autre, la monnaie fiduciaire, et le fondement de la banque moderne se met en place. Les premières banques publiques et les premières bourses apparaissent pendant la Renaissance, tandis que les banques privées connaissent une expansion en Europe. Voilà un peu ce qu'on peut entendre de l'historique de la banque. À présent, parlons maintenant de la réglementation de l'activité courante. La réglementation de l'activité courante. À noter que la banque doit pouvoir atteindre plusieurs objectifs dans le cadre de la gestion quotidienne des comptes bancaires de ses clients. La banque a besoin d'atteindre des objectifs qui sont par exemple avoir plus de clients, enregistrer de nouveaux clients, des objectifs qui peuvent cibler les opérations bancaires, par exemple les retraits. La banque a besoin que les clients puissent venir faire leurs retraits dans la banque. Et surtout les clients possédant des comptes courants. Si ces derniers font leurs retraits auprès de la banque, dans leurs comptes courants, la banque prélève des commissions. Comme on a vu, ces commissions-là sont bien sûr en fait contrôlées par le taux directeur de l'économie qui est fixé ici par la Banque centrale. Nous avons vu cela. La banque a besoin de recevoir de nouvelles personnes qui viennent faire des demandes de crédit, car le crédit est aussi un moyen d'investissement pour la banque. C'est une façon pour la banque d'investir. Donc la banque, nous comprenons aussi qu'elle a plusieurs objectifs à atteindre pendant la journée. Mais cependant, en cherchant à atteindre ces objectifs, nous ne devons pas ignorer les aléas qui sont devant nous, le banquier. Nous devons maîtriser les risques associés aux opérations bancaires réalisées sous le compte de nos clients, par exemple. La maîtrise des risques associés aux opérations bancaires. Cela s'avère très important. Nous avons parlé de la monnaie scripturale, vous vous souvenez. On a dit que la monnaie scripturale était éditée par les banques de second rang. Mais l'édition de cette monnaie devrait être contrôlée parce que si la monnaie scripturale est éditée plus que la monnaie fiduciaire, ça donne un déséquilibre. Ça donne un déséquilibre auprès de la banque. Alors, lorsque nous devons maîtriser les risques associés aux opérations bancaires, ici on doit savoir que nous, les banquiers, nous ne devons pas d'abord paniquer devant l'argent, parce que l'argent pour nous c'est comme une marchandise qui doit être sur le marché et puis faire une fructification. Nous devons avoir la maîtrise sur les opérations, la maîtrise de soi en fait. Peu importe les montants qui se trouvent devant nous, nous devons garder la maîtrise. Maîtriser les risques associés aux opérations bancaires réalisées sur les comptes des clients, c'est vraiment important. C'est comme une fois, j'ai connu un petit problème comme ça. Je me suis rendu dans une banque de la place pour faire un dépôt de 200 $ et la caissière va commettre une erreur et va taper 2000 $ à la place de 200 $.
Du coup, imaginez-vous que si j'étais sorti, elle allait avoir des problèmes. Heureusement qu'elle a su cela avant même que je quitte la banque et on a essayé de réparer, c'est-à-dire que tout en faisant un retrait de 1800 $. Imaginez-vous un peu cela, c'est une erreur, n'est-ce pas? C'est un risque aussi associé aux opérations bancaires. C'est un risque. Là, il y a une édition de la monnaie scripturale élevée, plus que le fiduciaire, parce que je lui ai donné 200, mais elle a écrit 2000 $. Et imaginez-vous que j'étais sorti, ça allait faire des problèmes à la banque. La banque allait connaître des soucis. Ce sont des risques. Nous devons maîtriser les risques associés aux opérations bancaires réalisées sur le compte de nos clients. Mais aussi, bien que nous visons des objectifs, n'est-ce pas, qui sont journaliers, mensuels, semestriels, annuels, etc., nous devons améliorer la qualité de notre service. La qualité des services rendus aux clients doit être améliorée. Parce qu'un client satisfait en vaut autant. Un service bien rendu, ça parle, ça se parle en tout cas. Il y aura une propagande en fait, de bouche à l'oreille par des personnes à l'extérieur, qui sont évidemment nos clients. Nous devons améliorer la qualité de notre service. Si aujourd'hui on se retrouve dans une banque comme gestionnaire, nous devons viser à améliorer la qualité du service. Nous devons améliorer la qualité des services, nous devons être rapides dans nos activités. Nous devons équiper nos clients et s'occuper de nos clients. Bien que nous poursuivons ici les objectifs, mais nous devons également rentabiliser les comptes des clients. Nous devons rentabiliser les comptes de nos clients en les équipant de divers services, par exemple de la gamme. Rentabiliser les comptes des clients, surtout pour les clients qui possèdent des comptes épargne chez nous. Les clients qui viennent domicilier des comptes bloqués, nous devons leur proposer des pourcentages. C'est important. C'est vraiment important. C'est une façon également pour nous de pérenniser nos activités et d'attirer aussi la grande clientèle. Nous devons leur proposer des pourcentages. Ça fait que si un client possède un compte épargne chez nous, nous savons qu'un compte épargne, c'est un compte où les clients sont appelés à épargner, c'est-à-dire pas à trop retirer. Il y a des banques qui limitent parfois aussi le nombre de retraits par rapport à ce type de compte, appelé le compte d'épargne. Mais pourquoi ne pas donner un petit pourcentage par rapport au montant se trouvant dans le compte épargne de notre client à la fin du mois? Pourquoi ne pas rentabiliser les comptes des clients? C'est important. Et vous allez voir quelques banques sur le terrain le font. Pour le compte épargne, un client pouvait avoir un 100 $ et à la fin du mois, il se retrouve avec un 101 $. Puisque la banque a rentabilisé son compte. Rentabiliser les comptes des clients ici. C'est un élément très important pour nous, la banque. Nous sommes en train ici de poursuivre nos objectifs. On a dit que la banque a plusieurs objectifs à atteindre. Mais en atteignant ces objectifs, nous devons également contrôler le flux entrant et le flux sortant. Le flux entrant et le flux sortant. C'est vraiment important. Nous sommes conseillers financiers, nous avons dit, les banquiers. Et nous avons dit que les banques aujourd'hui sont toutes penchants dans la lutte contre la crise financière quand on a parlé de la physionomie actuelle des banques. Par là, nous devons comprendre que nous sommes conseillers financiers. Alors, c'est qui ces conseillers qui serait content un jour de voir que son adepte s'en détourne, en fait? Donc, nous devons conseiller les clients. Comme nous sommes des conseillers financiers, ça veut dire que nos conseils aussi vis-à-vis des clients ont pour objectif, évidemment, de garder la constance financière ou la stabilité financière de nos clients. Dans le fixe entrant, fixe sortant, nous devons ici avertir nos clients des retraits d'espèces au guichet. Ils sont coûteux souvent pour la banque. Immobilisation collaborateur, mais aussi pour les clients en termes de facturation. La fréquence des retraits d'espèces. Nous devons conseiller ici aux clients de réfléchir une bonne fois pour toutes à une somme importante qu'elle peut
retirer et l'utiliser bonne fois pour toutes. Parce que lorsque le client va commencer à faire ici des retraits, une fréquence importante des retraits, des petits montants, alors il perd aussi beaucoup son argent parce que quand on retire peu, on paye aussi plus. Et lorsqu'on retire plus, on paye moins. Comme par exemple, il y a des banques comme la UBA par exemple, pour les entreprises. La banque UBA dit que si vous retirez de 1 à 10 000 dollars, vous payez 1% de frais de retrait. Et si vous retirez de 10 000 à plus, à l'infini, vous payez 0,5%. Donc vous voyez que si vous retirez P à maintes reprises, vous payez plus. Alors, admettons un client qui vient retirer par exemple 9 000 dollars ou 10 000 dollars juste. Il paye 1%. Donc on lui prend 100 dollars. C'est-à-dire que s'il fait comme ça 4 retraits dans un mois de 10 000 dollars, 10 000 dollars, on va lui prendre 400 dollars. Mais si les clients avaient réfléchi une bonne fois pour toutes, ils sont besoin, parce que nous sommes conseillers financiers, on doit les demander de réfléchir à cette façon. Et retirer une bonne fois pour toutes ces 40 000 dollars. Ces clients ici allaient payer que 200 dollars, qui représentent évidemment les 5%, parce qu'il a retiré plus et une bonne fois pour toutes. Nous sommes conseillers financiers. Ça ne sera pas bien qu'un jour le client vient dans son compte, il trouve que la somme où il prétendait avoir, il n'y en a pas, parce que c'est parti par notre système d'agir. Et que sans qu'il soit informé, sans qu'il se rende compte en fait, le client dira que nous sommes des voleurs. Et aujourd'hui, des banques ont perdu des réputations à cause de ce type de choses, à cause de ce type d'action. C'est-à-dire que nous devons ici conseiller les clients. Nous sommes conseillers financiers. Le fait de conseiller les clients également va aussi pérenniser nos activités. Ça nous permet aussi d'économiser les moyens de nos clients. Les moyens de nos clients doivent être économisés. Nous devons conseiller nos clients sur les retraits réalisés dans le distributeur des autres réseaux bancaires, car cela fait l'objet des réfacturations de banque à la banque, puis à la clientèle. Nous, devons, nous savons par exemple aujourd'hui, nous avons des réseaux internationaux qui réunissent les banques, comme par exemple les réseaux Visa, la Mastercard, etc. Prenons par exemple la Visa. Nous savons qu'avec une carte Visa, on peut être payé dans plus de 160 000 guichets à travers le monde. Alors, un client qui a un compte chez nous, il achète également une carte Visa et une carte internationale, évidemment. C'est-à-dire qu'il peut retirer partout. Mais nous devons ici conseiller aux clients de n'utiliser ces cartes dans les distributeurs des autres réseaux qu'en cas d'extrême urgence. Et non par les sentiments, car ça fait l'objet des réfacturations des banques à la banque plus à la clientèle. Admettons qu'un client qui a domicilié son compte dans une banque, dans une banque X, c'est là où il a gardé ses fonds, c'est là où il a gardé son argent. Et comme il possède une carte internationale, il part retirer dans une banque Y. Alors la banque Y va frapper des commissions. Mais quand la banque Y va frapper des commissions, les commissions ne vont pas se limiter à la banque Y. Parce que la banque Y aussi est mise en relation par la Visa, par exemple. La banque Y également va envoyer sa facture à la Visa. Et la Visa également, comme une société commerciale, va aussi facturer. Vous voyez déjà l'échelle de la facture. Et quand ça va revenir à la banque X aussi à son tour va aussi facturer parce qu'il y a eu une opération. Et du coup, le client va perdre une somme importante pour cette opération. Or, nous sommes conseillers financiers. Nous devons également conseiller nos clients, bien que ça court aussi dans les avantages de la banque, évidemment. Mais nous devons conseiller nos clients à éviter ce genre de retrait. Parce que si le client est averti ici et qu'il parle de faire le même, alors là, ce n'est pas un problème parce que même s'il va perdre son argent, il ne va pas quand même nous imputer les problèmes. Il ne va pas nous disculper. Il ne va pas nous inculper plutôt. Nous devons conseiller les clients sur l'importance des retraits dans les distributeurs. Nous devons conseiller les clients d'éviter l'usage abusif de la carte bancaire, de la carte électronique bancaire. Nous sommes conseillers financiers.
Nous devons conseiller les clients à économiser son carnet chéquier, à éviter la fréquence d'émission des chèques. Il ne doit pas utiliser son chèque, même quand il doit payer 5 dollars, par exemple 10 dollars, des montants moins importants. Le client doit apprendre à économiser son carnet chéquier. C'est notre rôle, nous sommes conseillers financiers. Bien que quand il achète les chéquiers, ça va pour l'avantage de la banque, évidemment. Nous devons les conseiller. Parce qu'ici, notre objectif ici est de maintenir la constance financière de nos clients. Voilà le rôle des conseillers financiers. Nous savons bien que nous poursuivons des objectifs qui sont importants pour la banque, mais nous ne devons pas ignorer également l'importance des montants. Nous ne devons pas ignorer l'importance des montants pendant que nous poursuivons nos objectifs. Par exemple, au niveau de l'Europe, quand on parle du montant important, c'est déjà à partir de 4 000 € ou 4 000 dollars en Amérique. Et ici, chez nous, dans la République démocratique du Congo, le montant important, c'est déjà 10 000 dollars. Alors, quant à ça, nous devons savoir qu'il y a des dépôts suspects et des retraits suspects par rapport à ces montants importants. La loi congolaise des finances dit qu'un Congolais ne peut pas être là dans le Tahira en train de sillonner avec une somme comme 10 000 dollars ou plus de 10 000 dollars dans ses poches ou son équivalent en francs congolais. De telles sommes, lorsque doit y avoir des opérations financières de telles sommes, ça doit se faire de banque à la banque. Ça doit se faire par des virements bancaires. Alors nous sommes là à la banque, nous voyons une personne venir faire un dépôt suspect. Nous savons que les Congolais ne peuvent pas circuler avec 15 000 dollars, 10 000 dollars, mais quelqu'un vient de déposer 20 000 dollars à la banque. Un client déjà pareil, on ne doit pas le limiter au niveau des guichets. C'est un client qui doit être reçu dans le salon VIP, dans le guichet VIP. Ici, notre rôle, c'est de connaître d'où provient cet argent. Donc, on va d'abord prendre l'argent, mais on doit connaître d'où provient cet argent avant que nous puissions le mettre dans le compte du client. On doit connaître d'où provient cet argent. Parce qu'ici, maintenant, on doit aider l'outil de l'État qui vise à endiguer les blanchiments des capitaux. On doit aider l'outil de l'État pour retracer les opérations financières, la traçabilité financière. Nous devons demander à ces clients d'où provient cet argent qu'il est venu déposer. Bon, vous savez, ici en RDC, généralement, les gens peuvent dire qu'il a vendu sa parcelle. Alors, avant de vendre sa parcelle, nous espérons au moins qu'il y a un acte de vente et légalisé, bien sûr, qui va en fait nous permettre à ce moment ici, la banque, de prendre cet argent, le mettre dans le compte du client. Mais dans des pays très structurés, peut-être comme au niveau de l'Europe, quand quelqu'un se présente comme ça, avec une somme suspecte, avec un montant suspect, alors cette personne, il dit que non, voilà, j'ai vendu ma parcelle. Et on aura aussi besoin de connaître la personne qui l'a payé, la personne qui a acheté cette parcelle. D'où est-ce qu'il a eu cet argent-là? On va faire le suivi pour connaître d'où provient cet argent. Mais déjà ici, chez nous, à RDC, lorsqu'un client nous présente déjà un acte de vente légalisé, on peut déjà se limiter là. On peut déjà faire les dépôts dans son compte. Nous devons ici également veiller sur les retraits importants. Car généralement, d'ailleurs, lorsqu'on va parler de la prise en charge d'un client, nous allons voir que lorsqu'on prend en charge un client, on doit connaître les capacités financières du client, les mouvements que le client commencera à faire dans le compte. Il y a des questions qu'on pose au client. Vous allez commencer à faire des mouvements de combien? Les clients doivent nous dire leur flux entrant et sortant en termes financiers, ça peut aller jusqu'à combien?
Cela nous permettra, en fait, nous, la banque, de savoir les capacités financières de notre client, afin que les clients ne puissent pas facilement faire le blanchiment des capitaux. Nous devons connaître les capacités financières de notre client. C'est-à-dire que même si notre client garde ici son argent à la banque, mais ce client ne peut pas retirer une somme importante de plus de 10 000 $ auprès de la banque. On ne peut pas les servir. S'il veut les retirer, on va lui demander pourquoi. De peur que de telles sommes puissent aller financer des activités illicites ou des activités terroristes. Nous ne devons pas permettre de tels retraits. Un banquier, ce n'est pas celui qui doit être corrompu pour faciliter un tel retrait. Ce n'est pas évident. Il faut refuser de tels retraits. Des retraits de sommes importantes. Il faut refuser. Si la personne dit que moi, voilà, je vais aller acheter quelque chose, je vais aller acheter un véhicule, une parcelle. Alors, la personne qui le vend doit au moins avoir un compte bancaire. On peut effectuer un transfert. Et si cette personne n'a pas un compte, on va en tout cas l'inviter à ouvrir un compte pour recevoir ces paiements. Nous, les banquiers, ne devons pas permettre que de telles sommes puissent circuler à l'extérieur de banques, car ce ne sera pas là aider l'outil de l'État. Nous devons aider l'État dans sa lutte contre le blanchiment des capitaux et aussi dans sa lutte contre le financement des activités illicites, des activités terroristes. C'est ça notre rôle. Parlons par exemple des dépôts suspects. Si un client nous apporte une somme importante et qu'il veut déposer, nous demandons des justifications sur cette somme. Le client ne nous donne pas de justifications importantes. Et ce moment ici, nous, la banque, nous sommes appelés à geler cette somme. Évidemment, en les gelant dans les comptes de contentieux avec l'identité du client. Et puis, nous allons demander au client de revenir avec des preuves qui montrent la voie par laquelle il a obtenu cet argent. La banque donne ici un préavis de 2 mois. Si dans le 2 mois, le client ne vient pas, nous donner des justificatifs par rapport à cette somme, à ces montants importants qu'il était venu déposer, alors nous allons transférer cette somme au compte des trésors publics. Donc la Banque centrale. Parce que nous comprenons directement que cet argent appartient au trésor public. Nous allons les transférer dans les comptes du trésor public. Et en ce moment ici, le client, il a encore le droit d'aller saisir, n'est-ce pas, le trésor public ou la Banque centrale, s'il a des preuves encore pour récupérer son argent. Mais les clients peuvent également faire le blanchiment des capitaux. Il peut aller faire un cambriolage. Comme il sait qu'il ne veut pas déposer plus de 10 000 $, il peut commencer à venir déposer 4 000, 3 000. Mais là, on peut détecter ces problèmes. C'est lorsqu'on va constater que par rapport aux déclarations financières de notre client lors de l'ouverture de son compte, qu'il a déclaré ses opérations financières, il a dit qu'il pouvait atteindre tel montant pendant 1 mois, pendant 2 mois. Et si nous remarquons que ces montants ou le seuil financier ici de notre client est largement dépassé, en ce moment-là, on peut déjà comprendre qu'il y a un blanchiment des capitaux. Alors, on doit appeler ces clients, lui demander quelle est cette nouvelle source qui le produit autant. C'est quoi cette nouvelle source qui le produit autant d'argent? Nous devons connaître cela, car notre objectif ici est d'accompagner les gouvernements dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités illicites comme le terrorisme. Nous devons contrôler les montants importants, les dépôts suspects et les retraits suspects. Nous devons contrôler les montants importants.
naloti lokola nga na kolala, ah mama, mokolo nakokufa.